Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Drouet, recruteur au sein du FC Lorient. Avec lui, nous avons abordé les différentes composantes de son métier, de l'observation au stade, en passant par le travail sur la vidéo et la data, et une donnée essentielle sur la confidentialité. Nous avons également évoqué son parcours avant d'arriver à Lorient, mais aussi le recrutement de Terem Moffi et l'impact de la crise sanitaire sur le marché des transferts à l'été 2020. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Baptiste Drouet. Bonjour Baptiste Drouet et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan et merci pour l'invitation. Alors dans ce podcast, Baptiste, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir. J'aime bien dire que c'est ta Madeleine de Proust. En gros, quand je te dis quel est ton meilleur souvenir footballistique, que ce soit d'ailleurs quand tu y jouais peut-être plus jeune, que ce soit en tant que téléspectateur, spectateur dans un stade, peu importe, mais j'aime bien qu'on me parle un petit peu du meilleur souvenir footballistique. J'ai l'habitude d'entendre la question parce que je suis fidèle auditeur, mais c'est vrai que c'est pas facile de choisir ce moment. Du coup, je pense que c'est quand même je me suis noté quand même mon premier match au stade quand j'avais 10 ans à la Beaujoire, un match de Coupe de France, quart de finale contre Guingamp. J'avais été vraiment marqué. Je me souviens, le truc qui me marque le plus, c'est vraiment les supporters de Guingamp ce jour-là. Ah ouais ? Qui avaient 2 copes parce qu'ils étaient vraiment venus nombreux. Et moi, j'étais pas loin d'eux pendant tout le match. Et ça m'avait vraiment fasciné. Et je pense que c'est là où je suis vraiment tombé amoureux des stades. Et ouais, je pense que c'est vraiment le souvenir qui est le plus marquant. Après, j'en ai un autre avec Lorient. C'est la victoire contre Dijon l'année dernière. Après une première partie de saison qui était vraiment, vraiment compliquée. Et on gagne dans un scénario fou à la 96e minute, 3-2. Et derrière, on enchaîne sur la victoire contre le PSG et on fait la seconde partie de saison qui nous a permis de nous sauver. Et je pense que c'est vraiment les deux souvenirs les plus marquants que j'ai. Le Nantes-Guingamp, est-ce que c'est le Nantes-Guingamp 2-0 d'avril 99 ? C'est ça, exactement. D'accord. Avec un but de Monterrubio et un but de Roff. D'accord, ok, très bien. Je suis en train de revérifier les compos d'équipe, effectivement, les joueurs très emblématiques de Nantes. Savino, ouais. Chanley, Fabry, Carrière, Devino, Darocha, Piocel, Decroix, Derov, Gillet, Landreau, Monterrubio, effectivement, c'était quand même une équipe très identitaire. Et quand on cite ces joueurs-là, d'ailleurs, même Eric Carrière qui a joué à Lens, qui a joué à Lyon, etc., ils sont tout de suite accolés, entre guillemets, au FC Nantes, quoi. C'est sûr. C'est intéressant parce que t'es pas le premier qui me dit que son premier souvenir, ou son meilleur souvenir, pardon, plutôt, c'est son premier match dans un stade. Et c'est surtout le côté justement supporter. C'est pas tant le jeu, c'est pas tant ce qui se passe sur le terrain qui marque souvent quand on a son premier match dans un stade. C'est l'effervescence, c'est le bruit, c'est alors parfois les couleurs quand il y a, je sais pas moi, des drapeaux, des fumigènes, ce genre de choses là. C'est vrai que c'est souvent ce qui marque plus que ce qu'on voit sur le terrain parce que toi tu m'as dit que t'avais 10 ans, c'est ça quand... Ouais, c'est ça. On n'est pas en capacité d'analyser à ce moment-là ce qui se passe sur le terrain, etc. Non, je me souviens des buts sur ce match-là. C'est vague, hein. J'aurais bien aimé revoir les images, mais je les ai jamais revus. Mais à part ça, j'ai pas une idée spécifique. Je me suis pas dit, oui, c'est ce type de jeu qui me parle ou c'est vraiment tel joueur qui m'a plus marqué. Sur ce match-là, en tout cas, c'était vraiment l'atmosphère un petit peu. C'était un quart de Coupe de France, donc c'était quand même
une belle affiche. Et justement, est-ce que maintenant que tu es habitué au stade et que tu en fais beaucoup, est-ce que tu as encore ce regard chaleureux, entre guillemets, quand tu arrives dans un stade et où tu vois les supporters donner de la voix, faire des tifos, mettre des banderoles, agiter des drapeaux, etc. Est-ce que tu as encore, Ouais. malgré l'habitude, est-ce que tu as encore ce truc-là? Ouais, quand il y a quand même une bonne ambiance, c'est quelque chose, quand je vais à l'étranger, des matchs aux Pays-Bas, des choses comme ça, avec vraiment des grosses ambiances, c'est toujours quelque chose qui me plaît. Je trouve que c'est ça le foot aussi, c'est vraiment le partage entre les joueurs et ce qui se passe en tribune. Donc quand je suis là pour une observation, j'essaye d'être le moins concentré possible sur ces aspects-là. Mais c'est toujours un plaisir, oui, quand le stade est vivant et quand il y a une vraie ambiance. Alors j'aime bien demander également à mes invités quel était leur rapport au foot quand ils étaient enfants et adolescents. Est-ce que toi c'est un sport que tu pratiquais, que tu suivais avec passion? Est-ce que tu étais du genre à faire les collections de vignettes Panini et d'avoir tous les albums, d'acheter France Foot et l'équipe, etc. Est-ce que tu étais ce type de gamin absolument passionné par le foot et qui en plus le pratiquait? Oui, du coup, moi je l'ai pratiqué, mais j'ai rapidement vu, j'étais à la SPTT Nantes, pour ceux qui connaissent, mais j'ai rapidement vu que moi je n'avais pas forcément des aptitudes exceptionnelles. Donc moi j'avais surtout un rapport ouais, obsessionnel, beaucoup à l'écrit. En fait, je lisais beaucoup, je lisais à peu près tout ce qui pouvait se lire. D'accord. Et j'écoutais aussi beaucoup à la radio ce qui pouvait se dire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès comme aujourd'hui à autant de matchs. Du coup, ça a été beaucoup par l'écrit à l'époque. Et dès 13 ans, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'abonner à la Beaujoire et du coup de commencer réellement à avoir des matchs en live. En plus de ça, je commençais à aller voir les matchs de la CFA de Nantes. J'ai eu ce rapport assez tôt avec vraiment le stade. Mais avant mes 13 ans, c'était surtout beaucoup de lectures, beaucoup de matchs à la radio et finalement tous les matchs qui étaient gratuits, donc la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, tous ces matchs-là et la Ligue des Champions un petit peu à l'époque. Mais voilà, c'était ça mon rapport au foot, vraiment de passionné sur le fait de le pratiquer. Je l'ai beaucoup pratiqué avec des amis. En club, j'en ai pas des souvenirs exceptionnels. D'accord, ok, très bien. Parce que t'avais pas l'esprit compétiteur, parce que... Il y a un peu de tout. Je pense que j'étais pas aussi bon que j'aurais aimé l'être. Je pense que ça joue. Je suis pas arrivé dans ce club. Le club a coulé quelques années après et l'organisation était un petit peu particulière. Donc il y a un peu de tout qui fait que en club, en tout cas, j'ai pas pris énormément de plaisir et je prenais beaucoup plus de plaisir à jouer avec mes amis à côté. Alors, tu disais, j'ai vite vu, entre guillemets, que j'avais pas les aptitudes, etc. Mais est-ce que, une fois que tu avais mis comme beaucoup d'enfants, entre guillemets, je sais pas si c'était un rêve de devenir pro, etc., mais beaucoup d'enfants ont ça, est-ce que toi, tu as transformé ça en, il faudrait quand même que je travaille dans le foot, ou en tout cas pas loin du foot, ou dans un secteur qui se rapproche du foot, ou du sport d'ailleurs, de manière générale? Est-ce que tu avais ça en tête et ça peut expliquer ton parcours? Ou est-ce que c'était une opportunité qui s'est présentée? On va parler après très rapidement de ton parcours. Ouais, c'était vraiment le but, hein. Pendant longtemps, j'ai imaginé de devenir journaliste sportif. À un moment, voilà, je voyais c'était le chemin entre guillemets le plus simple, qui me paraissait le plus simple pour accéder au monde du sport sans le pratiquer. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas forcément ce que je voulais faire, et c'est quand j'ai découvert un petit peu le métier d'agent, je me suis dit ça peut vraiment correspondre. Je savais que c'était un peu compliqué de rentrer en tant que recruteur dans un club, ce qui aurait été déjà à l'époque l'idéal. Je savais que c'était compliqué, donc du coup, quand j'ai découvert un peu le métier d'agent, je me suis renseigné sur comment pouvoir pratiquer ce métier, quelles études faire, et j'ai vraiment fait la fin de mon parcours scolaire en fonction de ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait pour commencer à acquérir les compétences requises par le métier d'agent? Déjà, je voyais beaucoup de matchs. J'allais voir beaucoup de matchs de jeunes. J'en voyais beaucoup quand je vivais à Nantes. Ensuite, je suis parti faire mes études à Lyon. Donc, je continuais à voir beaucoup de matchs. J'avais choisi la ville de Lyon justement parce que je savais que ça pouvait correspondre en termes de football. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et à côté de ça, j'ai fait des études de droit. J'ai fait un DUT carrière juridique parce que j'avais contacté plusieurs agents dont certains m'avaient répondu et qui m'a dit qu'avoir des bases en droit, ça pouvait être un plus. Donc voilà, c'était vraiment les deux en parallèle, voir beaucoup de matchs, essayer de faire mon œil, de développer ma connaissance des joueurs. Et à côté de ça, d'avoir un parcours scolaire qui me permettait d'être utile pour une agence ou de moi-même exercer le métier d'agent. Alors tu arrives à collaborer avec une agence d'agents, de joueurs. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Quelles étaient tes missions? C'était un petit peu de tout. En fait, on n'était pas une grosse agence, hein. Il y avait Jean-Charles Parrot, du coup, avec qui je travaillais. Et au départ, il y avait je suis le premier à l'avoir rejoint.
Donc, du coup, je faisais un petit peu de tout, c'est-à-dire de l'identification de joueurs, des montages vidéo, de la relation avec les médias, le suivi au quotidien de certains joueurs. Je faisais voilà, un petit peu de tout, sauf les négociations, en fait, qui n'étaient pas de mon ressort. Et sinon c'était assez varié. Du coup, est-ce que ce côté touche à tout, entre guillemets, c'est-à-dire l'observation, tu disais même faire de la relation média, etc., t'a permis d'acquérir des compétences qui aujourd'hui te servent dans ton métier de recruteur? Même le montage vidéo, tu vois, ce genre de choses-là. C'est ça, c'est le premier truc auquel je pensais, c'est vraiment le montage vidéo sur lequel je me suis formé seul à l'époque et voilà que je maîtrise plutôt bien maintenant. Et ensuite, il y a plein de choses. Il y a justement la relation aux médias, de savoir que tout ce qui peut sortir n'est pas forcément à prendre pour argent comptant. Mmh. Après, j'ai un peu, en termes de méthodologie, j'avais l'avantage d'aller régulièrement dans les clubs, de voir un petit peu ce qui se passait, ce qui se faisait, et d'avoir une vision un peu plus claire de moi, ce que je voudrais mettre en place en arrivant dans un club. À quel moment tu t'es dit justement, j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière? En gros, travailler avec un agent, c'est bien, mais moi, j'ai envie de travailler dans un club, dans une structure plus étoffée, où tu vas être là un peu moins touche à tout, entre guillemets, et beaucoup plus concentré sur l'observation et tout ce qui va de pair avec ça, c'est-à-dire se rendre au stade, faire des rapports, faire des montages vidéo, regarder la data, etc., etc. Ça se fait assez vite, en fait. Dès le début, j'avais ça dans un coin de ma tête. Je voulais basculer, mais je savais qu'il fallait d'abord que j'ai une expérience autre pour être pris un peu plus au sérieux par les clubs. Et du coup, j'ai eu des opportunités assez rapidement. J'ai eu plusieurs clubs qui m'avaient sondé à l'époque, mais ça s'est jamais fait pour différentes raisons. Et je restais toujours en éveil pour savoir s'il pouvait y avoir une opportunité. À l'été 2019, j'ai vraiment décidé de franchir le cap. Et j'en ai parlé avec l'agent avec qui je travaillais. Et on s'est mis d'accord pour un petit peu me laisser chercher une opportunité si elle se présentait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rentrer en contact avec Lorient et que ça a pu se faire. Mais le cheminement était là dès le début. Je voulais basculer côté club. J'ai jamais cherché à passer la licence. C'était vraiment côté club qui m'intéressait. Et tu penses que c'est une passerelle qui est... Alors, elle est utilisée, cette passerelle, entre guillemets, côté collaborateur d'agent pour ensuite intégrer des clubs à divers postes, hein, d'ailleurs pas forcément simplement en termes de recrutement. Est-ce que tu penses que c'est une voie possible et que les gens ne connaissent pas forcément pour arriver à travailler dans une cellule de recrutement ou à d'autres postes dans un club? Ouais, pour moi, c'en est une. Ça l'a été et je pense que ça peut l'être pour d'autres. Après, il n'y a vraiment pas de chemin tout tracé. C'est vraiment une question de rencontre, voilà, d'opportunité. Et il n'y a rien qui certifie qu'en travaillant avec une agence, on finira par avoir une option. Il y a peut-être des gens qui vont jamais passer par une agence et qui vont avoir d'autres rencontres à un moment qui vont leur permettre de sauter cette étape et d'arriver directement côté club sans un passé de joueur. Pour moi, il n'y a pas de règle, mais en tout cas, oui, ça peut être une option réelle. Tu disais que quand tu avais décidé que tu voulais commencer à collaborer avec un agent, tu avais fait des études, enfin, tu voulais travailler lié au métier d'agent. Je ne sais pas si tu avais décidé à ce moment-là de travailler en tant que collaborateur d'un agent. Mais... Non, à l'époque, je pensais me lancer seul. Voilà. Je pense que j'avais pas forcément l'idée claire de comment ça se passait. Et après, ça a été l'opportunité, avec des rencontres, de travailler en tant que collaborateur. Et justement, tu disais que tu avais aligné tes études pour arriver un petit peu armé à ce niveau-là. Aujourd'hui, quelles sont pour toi les choses qu'il faut maîtriser au mieux quand tu intègres une cellule de recrutement d'un club professionnel? Quelles sont les choses? Tu parlais tout à l'heure du montage vidéo qui est effectivement très important aujourd'hui parce que vous êtes amené à beaucoup travailler sur la vidéo. Mais est-ce qu'il y a des choses différentes? Je sais pas, ça peut être même pas forcément technique, hein, ça peut être une ouverture d'esprit, ça peut être s'être intéressé à la psychologie des gens, ça peut être différente sur le management, sur pas mal de choses. Je pense que c'est ça. C'est avant tout être très curieux de tout, de tous les aspects du foot, parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension des choses, de chercher à s'intéresser aussi bien à la tactique, aux aptitudes pures, à un peu la motricité des joueurs, à la psychologie, comme tu disais. Il y a plein d'aspects qui sont essentiels à comprendre en fait si on veut identifier au mieux les joueurs, comprendre le contexte de chaque club. Je pense que c'est avant tout la qualité principale, c'est la curiosité. Comment aujourd'hui tu continues à te former, parce que j'imagine qu'on se forme constamment, comme dans tous les métiers. Aujourd'hui, en parallèle de ton travail, de tes missions qui sont demandées à Lorient, comment tu continues à éveiller cette curiosité en toi? C'est par des lectures, c'est par, je sais pas, des échanges avec des professionnels? Comment ça se passe? Il y a un peu de tout ça, beaucoup de lectures. J'essaie de lire vraiment beaucoup de choses qui sont en lien avec le foot de façon directe ou indirecte. Il y a les échanges avec certaines personnes de confiance avec qui voilà, je sais que ça me permet d'éveiller un petit peu toujours mes connaissances. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute
voilà, beaucoup de choses qui peuvent me permettre toujours d'éveiller un peu plus ma curiosité. On va essayer de découper ton travail au quotidien en plusieurs sujets, plusieurs thèmes, plusieurs tranches. Si tu veux bien, on va commencer par l'observation sur site, c'est-à-dire en gros dans les stades. Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que tu peux nous expliquer ton fonctionnement quand tu vas observer un joueur ? En gros, à quel moment tu arrives ? Est-ce que tu regardes toujours l'échauffement ? Parce que je sais qu'il y a des recruteurs qui aiment bien regarder un peu l'attitude du joueur dès l'échauffement, parce que c'est un moment qui est capital. Si tu arrives en total dilettante, etc., il y a déjà des recruteurs qui m'ont dit on comprend tout de suite que le match il va pas être bon. En gros, comment tu fonctionnes dans ton organisation au SAD ? Est-ce que tu prends des notes ou est-ce que tu préfères tout garder en tête sans forcément prendre le temps de noter et quitter le terrain des yeux ? Est-ce que tu établis ton rapport très rapidement après ou un peu plus tard à froid ? Comment tu fonctionnes ? Il n'y a pas de règle en fait. En général, je prends quand même des notes. Ça, c'est quand même essentiel. Après, ça dépend. Il y a des matchs où tu viens pour voir un joueur en particulier, ou alors tu vas par exemple à l'étranger sur des joueurs que tu connais moins et tu découvres quasiment les 22 joueurs si tu les as pas travaillés en vidéo avant. Ça dépend. C'est variable. Après, j'essaye d'arriver le plus tôt possible. C'est sûr que l'échauffement, c'est un moment important, mais parfois, t'enchaînes 2-3 matchs dans la journée, donc t'es pas toujours en mesure de voir l'échauffement. Et ensuite, pour les rapports, j'essaye de les faire toujours un petit peu après, mais dans les 48 heures. J'ai pris mes quelques notes, c'est vraiment des mots-clés que je note au fur et à mesure. J'étaye ça un petit peu dans mes rapports, en général, à la fin du week-end. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un match en live, du coup, de faire des notes et de vouloir les confronter un peu plus tard à la vidéo, c'est-à-dire repasser des extraits de match, repasser des actions du joueur que tu as pu être amené à observer en direct pour voir si tu n'avais pas vu certaines choses, etc. en live. Est-ce que tu peux faire doubler, entre guillemets, le travail, c'est-à-dire on dit souvent il faut toujours confirmer ce qu'on voit en vidéo par une observation au stade. Est-ce que l'inverse est vrai aussi ? Ouais, c'est complètement vrai. Moi, j'essaye de regarder les joueurs sur lesquels je me penche vraiment de façon plus attentive. J'essaye de revoir et je regarde aussi, je compare un petit peu ce que j'ai vu et ce que les datas peuvent dire de son match pour essayer de comparer, d'amener un maximum d'objectivité dans mon rapport. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a la possibilité de faire maintenant et qui a un vrai plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? J'aime bien poser cette question à la recruteur parce qu'en fait, l'histoire est faite d'exemples de ce genre. J'en raconte un par exemple, mais quand les dirigeants de Groningen, donc le club des Néerlandais, va pour observer Luis Suarez, au départ, c'est un autre joueur qu'ils viennent observer et finalement, c'est Luis Suarez qui vraiment leur fait une impression de dingue et ils vont sur Luis Suarez. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'aller observer un joueur sur lequel tu avais travaillé évidemment en amont avant d'aller le voir au stade, et arrivé au stade, il y a un autre joueur sur lequel tu flashes entre guillemets et ça t'amène à te pencher aussi sur son cas. Alors, souvent, c'est pas le même poste, donc tu viens pour un objectif précis, peut-être un poste précis, une requête du club à un poste précis. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire, ouais, je suis venu le voir, lui, il est bon, effectivement, mais alors celui à côté, là, il est vraiment exceptionnel. Ouais, ça arrive régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver, surtout sur des jeunes joueurs qui vont se lancer. Si tu as l'occasion de voir le premier match d'un joueur que tu n'as pas pu voir à la vidéo avant, quand tu observais le joueur en question. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de découvrir toujours des nouveaux joueurs et de pas rester cantonné sur l'observation d'un seul joueur, mais de toujours rester éveillé, même jusqu'à la fin de match, pour voir s'il y a un joueur qui peut faire ses débuts, qui peut nous interpeller. J'imagine que tu croises sur certains matchs des autres recruteurs de clubs français, donc en gros tes concurrents, enfin les concurrents les autres cellules de recrutement des clubs français. Quel genre de relation tu entretiens avec eux et comment tu gères la confidentialité nécessaire face à cette concurrence ? Parce qu'en gros, j'imagine que tu dis pas, tiens, moi je viens voir tel joueur, parce que bon, c'est pas l'idée. Mais comment justement t'essayes aussi peut-être de voir, tiens, tel concurrent est venu voir tel joueur ou il est aussi sur le même joueur que moi, etc. Comment tu gères la relation avec les autres recruteurs des clubs français et comment tu essayes de garder cette confidentialité propre, mais aussi peut-être d'aller gratter et voir un peu ce que font les autres ? Non, moi j'avoue que je reste assez focalisé sur mon travail. Donc les recruteurs, je les vois, la plupart des tribunes, on est les uns avec les autres. Donc on se dit bonjour, mais pour moi ça s'arrête là. J'essaye pas de savoir qui vient voir qui. J'essaye pas, surtout pas de dire moi qui je vais voir. Bien sûr. J'essaie de garder vraiment une discrétion totale à ce niveau-là. D'accord, donc en gros tu caches tes notes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure sur la prise de notes, c'est que j'ai mon carnet la plupart du temps. Et parfois, il y a la confidentialité qui est pas facile parce qu'on est rapproché ou des choses comme ça. Et du coup, parfois, c'est prise de notes sur le téléphone pour être un peu plus à l'abri des regards.
Donc quand un recruteur est sur son téléphone et qu'on peut l'apercevoir en tribune, il est pas en train d'envoyer des SMS, de tweeter ou d'être sur WhatsApp, il est peut-être simplement en train de prendre des notes et il veut être le plus masqué possible par rapport à ses copains recruteurs qui sont à côté de lui. Exactement. Recruteur ou d'autres personnes qui pourraient être intéressées par la prise de notes d'un recruteur. Bien sûr. Une autre partie de ton travail, c'est... donc là, on a parlé du travail sur site, dans les stades. Une autre facette de ce travail-là aussi, c'est de se servir, on a commencé à l'évoquer quand on disait on vérifie aussi en vidéo ce qu'on voit au stade et inversement, c'est de se servir des plateformes vidéo, c'est-à-dire défricher le terrain, regarder un joueur sous toutes les coutures, parce que maintenant c'est très facile. Avant c'était beaucoup plus compliqué, on enregistrait sur cassette, fallait se faire envoyer les cassettes ou etc. etc. Là c'est facile, tu peux aller sur des plateformes dédiées, tu peux même séquencer les phases de jeu en disant un tel joueur défensif, j'ai envie de voir toutes ces interceptions, j'ai envie de voir tous ces duels aériens, donc c'est vraiment hyper facile, enfin facile, c'est façon de dire, mais en tout cas c'est... Ça a été facilité, ouais. Voilà, le travail est facilité. Tu t'en sers beaucoup en amont, tu t'en sers en confirmation, en parallèle, comment tu hiérarchises un peu le travail en vidéo que tu fais? Pour moi, je le travaille beaucoup en amont, parce que tout simplement, les matchs ont souvent lieu le week-end, donc ça veut dire qu'on a toute la semaine pour travailler, et principalement en vidéo. Donc moi, c'est beaucoup de travail en amont. J'essaye vraiment de voir un maximum sur la première partie de saison, des matchs complets, un maximum de matchs pour identifier des joueurs. Donc là, on s'occupe moins du séquençage, qui est un vrai plus là, pour notre travail. Au départ, c'est vraiment de l'observation de matchs entiers qui nous permet de remplir un peu nos bases de données de joueurs. Ensuite, voilà, ces plateformes comme Wyscout nous aident vraiment à approfondir des joueurs. C'est surtout en deuxième partie de saison, sur des joueurs qu'on a vus, on peut regarder uniquement des matchs entiers d'eux avec que leur séquence, ce qui fait gagner un temps énorme. Mais le travail vidéo, pour moi, c'est un travail essentiel et c'est un travail qui nous permet de voir 3-4 matchs dans la journée sans avoir à se déplacer, sans avoir à trop perdre de temps, entre guillemets. Donc pour moi, c'est vraiment un travail essentiel. Oui, parce qu'il faut expliquer aux personnes qui sont pas coutumières de ces plateformes-là, c'est que quand on dit regarder un match en entier, ça veut dire que souvent c'est des montages qui sont faits sans temps mort déjà. Donc c'est un gain de temps pas possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un match de 95 minutes, il peut être de 60 minutes par exemple. C'est-à-dire qu'on oublie dès que le ballon sort en touche, dès que le ballon est en 6 mètres, etc. Tous les arrêts de jeu, des remplacements, etc. etc. C'est vraiment coupé, pour vraiment faciliter aussi le travail et pas perdre de temps. Tu peux aussi choisir tous les ballons touchés par un joueur dans la rencontre, et donc là en gros tu as 4 à 5 secondes avant qu'il touche le ballon pour voir un peu les déplacements et 3-4 secondes après. Donc en gros c'est vrai qu'il faut pas s'imaginer simplement que quand on dit regarder un match entier ou le match complet d'un joueur, ça va nous prendre 90 minutes à chaque fois. Ça serait beaucoup trop long sinon. C'est ça, pour creuser, je sais pas même pas combien de joueurs on a pu creuser cet été, mais s'il avait fallu regarder des matchs complets de chaque joueur à chaque fois pour regarder 4-5 matchs pour se faire un début d'avis sur le joueur, ce serait quasiment impossible. Alors que maintenant, avec les séquençages, on peut creuser 4-5 joueurs dans la journée et avoir vraiment un aperçu très précis de ses qualités. À titre personnel, tu estimes qu'il te faut combien de, je sais pas si on compte en matchs, en minutes d'observation pour vraiment avoir une idée correcte ou une bonne idée sur un joueur? Pour moi, il faut minimum 4 matchs dans des contextes un peu différents. Des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, des matchs contre des équipes faibles, contre des équipes plus fortes. Pour moi, c'est un minimum 4 pour commencer à avoir un avis. Il en faut plus pour se déterminer de façon définitive. Mais en tout cas, en 4 matchs, on commence à avoir une idée un peu précise du profil du joueur. Et jusqu'à combien, justement, si on te dit, là aujourd'hui, on parlera après d'un exemple précis d'un joueur recruté par Lorient, mais à partir de quel moment tu déclenches une opinion définitive, entre guillemets? Sachant que ça peut évoluer, hein, je veux dire, définitive, elle est toujours à l'instant T, en fait. C'est un joueur à l'instant T, et peut-être que dans 6 mois, c'est plus le même joueur pour X ou Y raison, et voilà. Mais à l'instant T, à partir de combien de matchs tu estimes que là, vraiment, vous avez le matériel nécessaire pour juger à l'instant T de son niveau? J'ai tendance à dire que ça dépend un peu de quel moment de sa carrière est le joueur. Mais avec une dizaine de matchs, on a une idée très précise. Plus, parfois, c'est presque trop, parce qu'on finit par douter et plus se concentrer vraiment sur le ressenti qu'on a et avoir peut-être plus les défauts. Mais oui, avec une dizaine de matchs, on a vraiment un aperçu très, très précis du joueur. Comment tu mets la balance entre ce qu'il fait déjà de bien et ce qui peut tangiblement être amélioré? Et alors après, ça, c'est le travail d'un staff technique, hein, de faire progresser les joueurs. Mais dans tes recommandations, dans tes rapports, etc., est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont rédhibitoires où tu te dis, là, clairement, il y a des choses
qu'on ne peut pas améliorer? Alors, c'est en fonction de l'âge aussi, j'imagine. Tu juges pas un mec de 18 ans comme un mec de 29 ans, parce que il y a de l'apprentissage qui doit être fait. Et j'ai dit 19 ans, je pourrais même dire 16 ans ou 17 ans. Mais comment tu mets la balance et à partir de quel moment tu fais pencher la balance du côté, ok, il y a déjà beaucoup de choses qu'il fait très bien. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais ça, je pense, et après c'est des discussions en interne, etc., mais je pense que là-dessus, on peut le faire progresser. Comment tu réussis à faire un peu cette balance et à jauger un petit peu entre ce qui est déjà très bien fait et ce qui doit être amélioré? J'imagine qu'il y a aussi une question d'expérience, ta propre expérience déjà aussi. C'est ça, je pense qu'il y a une question d'œil, un petit peu parfois de ressenti. Après, on essaye de tout notifier, parce que ça soit les attributs physiques, techniques, tactiques et la personnalité. Donc une fois qu'on a noté un petit peu tout ce qu'on ressort sur ces aspects-là, on peut voir que voilà, certains joueurs, on sait que la dimension physique, ça finira forcément par pêcher. Le physique ne fait pas tout. Il faut une base, surtout en Ligue 1, en termes d'intensité, de vitesse pour certains postes. Il y a plein de critères qui sont vraiment essentiels. Et ensuite, il y a le niveau technique, où on peut quand même évaluer un petit peu les plafonds de chaque joueur. S'il y a des joueurs qui sont capables de nous surprendre parfois, mais on essaye d'évaluer quand même vraiment les capacités, et vraiment de projeter un petit peu le joueur en faisant. Il n'y a pas de méthode spécifique, mais de faire un petit peu des rapprochements avec des joueurs qu'on a connus, qui étaient dans la même phase de développement, au même poste, qu'on peut un peu comparer, où il y a des choses qui sont vraiment à l'instinct, au feeling. Alors, tu parlais des attributs physiques, aussi de la personnalité. Je crois que tu as utilisé ce terme-là. Une donnée souvent mésestimée du grand public dans le processus de recrutement, c'est justement ce qui ne concerne pas le terrain. C'est-à-dire s'informer sur l'homme derrière le joueur ou la femme derrière la joueuse, son caractère, son comportement, ses failles. Déjà, tu confirmes que c'est vraiment un gros travail à effectuer en amont pour minimiser les risques, parce que tu as beaucoup d'entraîneurs qui te disent, moi, avant même de... J'allais dire tous les entraîneurs le disent, mais avant même d'avoir un bon joueur, j'ai envie d'avoir un bon mec qui va pas me causer de problème, parce qu'on sait que aussi l'équilibre dans un groupe, il est très fragile. Et comment vous essayez de vous prémunir de désillusions à ce niveau-là? Ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Nous, déjà, pendant les observations, on commence à noter un petit peu s'il y a des gestes parasites, des comportements qui nous plaisent moyennement. Et ensuite, c'est vraiment quand on arrive sur la phase de finalisation où on prend vraiment des renseignements un peu plus précis. On essaie de se renseigner auprès de coéquipiers. On essaie de regarder un petit peu ce qu'ils peuvent dire ou faire sur les réseaux sociaux, lire un peu tous les contenus qui peuvent les concerner, un peu, qui ont été publiés. C'est pas infaillible, mais ça nous permet quand même de faire un gros tri sur les joueurs qui pourraient être éventuellement des joueurs à problème. Quand tu parles de gestes parasites, tu penses à quoi? Je pense à un joueur qui a tendance à s'engueuler souvent avec son partenaire ou à trop râler auprès des arbitres ou voilà, des choses comme ça. Qui sort mécontent, qui tape pas dans la main de son entraîneur? Voilà, exactement. Okay. Même si ça reste à contextualiser, parfois c'est pas grave, on va pas mais on les note. Et si ça devient récurrent, c'est des choses quand même qui sont à prendre en compte. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un joueur comme Djibril Cissé serait tout en haut de la liste de recruteurs? Parce que j'ai vu beaucoup de matchs dans ma vie, mais j'ai rarement vu un joueur autant râler après ses coéquipiers que Djibril Cissé. C'était infernal à Auxerre. Mais après, c'était le leader de l'attaque et il te mettait tellement de buts que finalement, on lui passait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, pas trop râler avec ses coéquipiers, etc. Tu as des joueurs quand même. Je pense aussi à Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea, enfin qui est à Rome maintenant, qui râle beaucoup. Et c'est vrai que après, ça dépend aussi de son poids dans le vestiaire, ça dépend aussi du facteur de est-ce qu'il est décisif pour son équipe, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est évidemment à prendre en compte. C'est exactement ça. Après, chaque joueur est différent. Parfois, ça peut être fait parce que c'est la façon qu'a le joueur de rester dans son match. Parfois, c'est vraiment fait de façon désagréable et ça peut plus nuire à l'équipe qu'autre chose. Chaque cas est différent. Après, je pense qu'avec les aptitudes qu'il avait, Djibril Cissé, ça ne l'aurait pas empêché de faire carrière maintenant. Peut-être qu'il aurait fait plus attention maintenant à ce genre de détails. Peut-être qu'on lui aurait moins pardonné pour aller dans un très grand club. Malgré tout, je ne pense pas que ça aurait été vraiment problématique pour lui. Je reviens un instant sur les observations sur site et à travers des plateformes vidéo à distance. On a connu plusieurs confinements ces derniers mois, avec des stades à huis clos pendant longtemps aussi. D'ailleurs, c'était des périodes qui n'étaient pas toujours identiques, entre guillemets, notamment en Europe, avec des restrictions qui étaient différentes et propres à chaque pays. Il a donc fallu passer par un travail uniquement sur de la vidéo. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à ce moment-là? Parce que du coup, tu ne pouvais plus confronter ton œil en direct au stade avec ce que tu voyais en vidéo.
Et est-ce que tu estimes que ça peut faire augmenter la prise de risque d'un club ? C'est-à-dire, on n'a pas pu le voir en vrai, mais en même temps, il faut bien qu'on recrute parce que il faut bien construire un effectif. Ça augmente un petit peu la part de risque, malgré tout. Par exemple, moi, Andrew Gravillon, j'étais allé le voir pour un petit peu finaliser la vie qu'on s'était fait en vidéo sur lui. Et c'était le premier match en Italie qui a été annulé. Du coup, on n'a pas pu le voir du tout en live à l'époque. Et il a fallu de toute façon faire l'entièreté du mercato. C'était le mercato 2020. Il a fallu le faire de toute façon à la vidéo. Il a fallu s'adapter. C'est sûr que le risque était là. Et malgré tout, on augmente un petit peu la fréquence des observations vidéo. On essaie d'en savoir le plus possible sur la personnalité. Et de toute façon, tout le monde était dans la même situation. Donc il a fallu faire avec. Andrew Gravillon, qui, moi, pour l'avoir suivi, vu que je suis beaucoup le football italien, dans l'équipe de jeunes de l'Inter et à Pescara quand il avait été prêté. Donc ça, Pescara, je crois que c'était 1 an avant que vous le recrutiez, ou 1 an et demi peut-être, ou 2 ans même, je sais plus trop exactement. C'était la saison d'avant. Pour moi, nous, on le recrute quand il est à Ascoli. Ouais. Et la saison d'avant, il passe par Pescara. Ouais, et il fait une très grosse saison en Série B. Et c'était vraiment un super joueur et c'était vraiment un beau coup que vous aviez fait à l'époque d'ailleurs. Le recrutement, on va venir, parce qu'on parlait de recruter pendant la période sanitaire, le Covid, etc. Il y a un joueur que vous avez recruté un peu sur ce processus-là, c'est Terem Moffi. Tu me disais en préparant l'émission, en gros, vous l'avez recruté à une période où vous ne pouviez pas aller au stade. C'est ça, c'est un joueur qu'on a identifié alors qu'il arrivait en janvier, de toute façon, donc ça commençait déjà à se compliquer. Et c'est un joueur qu'on a identifié à la vidéo, alors que les championnats étaient déjà arrêtés. Donc la Belgique avait déjà fini son championnat. Il a fallu se faire un avis avec un échantillon faible, parce que le championnat a eu lieu de janvier à mars, il me semble, en Belgique cette année-là. Comme en France. Comme en France, ouais. Il a été arrêté. Donc, du coup, il a fallu se faire un avis avec le peu de vidéos qu'on avait. C'était à peu près 500-600 minutes. Donc c'est pas évident, mais malgré tout, justement, grâce à ce travail vidéo, on a pu se rendre compte que le joueur correspondait exactement au portrait robot qui nous avait été fait. Et du coup, le choix a été fait de le prendre, mais c'est sûr que c'était un risque d'investir financièrement sur un joueur qu'on n'avait jamais vu en live et sur lequel, même en vidéo, on avait assez peu de recul. Et finalement, ça a montré aussi, avec ses performances aujourd'hui, que il y a des recrutements qui peuvent être très bien faits, parfois même dans des conditions difficiles, parce qu'aujourd'hui, c'est un élément clé, et notamment la saison dernière et encore en ce début de saison, un élément clé de l'attaque lorientaise, clairement. Exactement. Non, c'est ça. On avait après les éléments sur le comportement qui étaient vraiment très positifs. Et ça, c'était un plus en plus de ces aptitudes qui étaient vraiment intéressantes. C'est ça qui peut faire basculer, je reviens un instant sur la personnalité, le caractère, etc., entre deux joueurs d'un niveau plus ou moins équivalent, qui ont des choses peut-être un peu différentes sur des domaines différents à améliorer, etc. C'est vraiment cet aspect-là qui peut faire basculer le choix. Au-delà même des considérations financières, parce qu'évidemment, il y a toujours ça qui entre en jeu. Un profil équivalent, pour moi, c'est déterminant comme critère. On parlait de cette période de Covid. Est-ce que avec l'arrêt... J'ai posé cette question-là à Mathias Maurer, qui est un éducateur à Emmen aux Pays-Bas, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup et je veux essayer de vraiment faire une radiographie selon les différents métiers dans le football de l'impact de la pandémie sur le développement des joueurs. Et est-ce que toi, avec l'arrêt du football pendant plusieurs mois, parce que en gros, il y a des championnats, on parlait de la Belgique à l'instant, de la France, il y a aussi eu les Pays-Bas, où le football s'est arrêté de début mars à début août. C'est-à-dire qu'on a recommencé la saison au mois d'août. Dans certains championnats, c'était même pas août, c'était septembre. Enfin, fin août ou septembre, début septembre, mi-septembre pour certains championnats. Donc ça fait 5 mois sans football, sans match, sans compétition, parce qu'évidemment qu'ils pouvaient, à partir d'un moment, on a pu s'entraîner, etc., etc. D'abord sans contact, ensuite on remettait les contacts au cœur du jeu, etc. Est-ce que toi, sur certains joueurs que tu suivais avant la pandémie, dont tu as repris les fiches après la pandémie, tu as vu une baisse de niveau, ou si c'est pas une baisse de niveau, en tout cas des joueurs qui étaient plus tout à fait les mêmes? Non. Pour moi, sur les joueurs pros, j'ai pas vu de baisse sensible de niveau ou d'intensité ou des choses comme ça, parce que malgré tout, ils ont pu continuer à s'entraîner. Je pense que c'est plutôt sur le développement des jeunes joueurs qui, eux, ont été vraiment privés d'entraînement à des moments un peu cruciaux de leur progression et qui, eux, vont peut-être un petit peu devoir le payer sur les années à venir. Mais sur des joueurs pros, en tout cas, j'ai pas d'exemple où je me suis dit vraiment le joueur, j'ai l'impression qu'il a pris un gros coup et qu'il retrouvera pas son niveau. Les premiers matchs, forcément, manquaient un petit peu d'intensité, mais j'ai pas senti de joueurs non vraiment en difficulté. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure quand on parlait de l'observation à distance. Tu disais, j'aime bien aussi vérifier quand je vais au stade, après en vidéo, et confronter aussi à la data.
Quelle importance tu accordes aujourd'hui à la data? Tu dois le savoir. Moi, je suis journaliste. Parmi les journalistes, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement contre et ce qu'ils appellent en plus la dictature des stats. D'ailleurs, souvent, ça c'est un avis très personnel, c'est souvent par méconnaissance de l'utilité de la stat. Il y a des anciens joueurs qui ont aujourd'hui 40, 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui te disent la stat sert à rien. Là encore, c'est peut-être un problème de génération, parce qu'on voit aujourd'hui que les plus jeunes éducateurs, les plus jeunes formateurs, les plus jeunes recruteurs, les plus jeunes entraîneurs, les plus jeunes préparateurs physiques, ils se servent beaucoup de la data. Quelle place ça a chez toi? Moi, c'est un vrai plus qui nous sert sur plein de choses. Sur ce que je disais, pour contre-checker un petit peu mes observations. Et de façon générale, c'est un gain de temps énorme sur le scouting. On a quelqu'un qui est spécialisé, qui est data analyst à l'intérieur du club et qui travaille avec les stats de StatsBomb, mais qui retravaille lui-même, qui nous permet d'identifier des joueurs dans des championnats qu'on n'aurait pas forcément le temps de scouter parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour de toute façon voir tout ce qui peut se passer. Pour moi, c'est essentiel de l'avoir en amont pour identifier des joueurs, mais aussi en aval pour confirmer ou non une impression qu'on peut avoir. Nous, maintenant, chaque joueur qui est recruté, on analyse son profil data. Après, tout ne ressort pas forcément de façon parfaite, mais il faut savoir le contextualiser, le comprendre et faire la décision en fonction. Mais en tout cas, c'est indispensable. C'est une aide, en fait. C'est ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que on ne demande pas de remplacer les hommes par la data. On dit simplement que, en plus de l'observation par les yeux, c'est très bête, mais en gros, regarder des vidéos, aller au stade, etc., c'est un appui, en fait. C'est vraiment quelque chose qui t'aide à déceler parfois ce que tu n'as pas pu déceler en direct pour X ou Y raison, confirmer des impressions, infirmer des impressions. Et en fait, voilà, il faut simplement le voir comme une aide. Une calculette, c'est une aide, ça n'empêche pas les personnes de savoir compter, voilà, mais c'est une aide. La data, c'est une aide aussi mais pour en plus tous les corps de métier, c'est-à-dire que moi je m'inclus dedans, journaliste, mais pour les recruteurs, pour les préparateurs physiques avec les data scientists, pour les staffs de l'équipe professionnelle, etc., etc. Donc c'est vraiment quand on parle de data, c'est pas simplement le nombre de buts marqués, quoi. Exactement ça. En fait, je pense que ceux qui sont contre, c'est des gens qui voient des stats assez sommaires et qui en voient pas l'utilité. Mais nous, à notre échelle, quand on les utilise, c'est des stats beaucoup plus poussées et qui permettent vraiment de faire un premier tri sur les joueurs et qui est vraiment une aide précieuse. Le data analyst dont tu parles, c'est quelqu'un qui est à la fois sur l'équipe première pour voir un peu, faire des études, etc., sur les joueurs de Lorient et aussi sur la cellule de recrutement, ou c'est vraiment quelqu'un qui est de la cellule de recrutement et qui a cette particularité de manier la data? Non, c'est quelqu'un qui a vraiment un rôle un peu transversal au club, Ouais. donc qui nous aide au recrutement, mais qui aide aussi à la préparation de l'adversaire, qui aide à l'analyse de notre équipe et quand même d'autres aspects de son métier avec le médical ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment transversal, mais il est en contact continu avec la cellule pour nous aider sur les profils. Et ça, on peut le dire aux auditeurs et auditrices, c'est vraiment des métiers maintenant qui sont d'une importance capitale dans les clubs. Tous ces data analysts, data scientists qui soit sont sur des fonctions bien précises, les data scientists sur les études physiques, etc., etc., donc plus lié au médical et au physique, mais il y a aussi, alors ça c'est vraiment dans les très gros clubs où on peut se permettre d'avoir des personnes vraiment comme ça, dans des clubs de taille moyenne comme Lorient, effectivement d'avoir quelqu'un sur l'ensemble des facteurs qui nécessitent l'appui de statistiques, c'est vraiment capital. C'est des personnes qui aujourd'hui sont extrêmement recherchées. T'as des personnes qui quittent un club pour aller dans un autre club, qui sont démarchés clairement les meilleurs, etc. Donc il y a le marché des joueurs, il y a le marché des entraîneurs, et maintenant il y a même le marché dans les staffs techniques avec des personnes ultra compétentes et notamment sur ces postes-là qui sont recherchés par les plus grands clubs. C'est vraiment devenu essentiel pour tous les aspects du club. Alors je sais pas si tu es très réseaux sociaux, mais on note un intérêt très important pour la fonction de recruteur. Et c'est une question que j'avais déjà posée à Geoffrey Moncada, directeur de recrutement de Milan. J'ai le sentiment qu'avant, beaucoup de jeunes rêvaient de devenir agents, de joueurs. Et comme ce métier a aussi une face un peu plus sombre, parce que c'est un métier qui est beaucoup décrié, aujourd'hui, on est un peu en train de basculer sur le métier de recruteur. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent devenir recruteurs. Il y a des formations qui se mettent en place. Et bon, après, il y en a qui... Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, toutes les formations ne sont pas exceptionnelles non plus. Tu penses qu'il y a une réelle
bascules entre ces deux métiers-là et est-ce que c'est une question qui peut te paraître un peu bête, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a une influence d'un jeu comme Football Manager là-dedans? Moi, je pense que c'est compliqué à dire, mais je pense qu'il y a toujours eu des gens qui étaient passionnés par le fait d'essayer de savoir un petit peu quel joueur allait percer, toujours être en recherche de nouveaux joueurs à découvrir. Je pense qu'ils s'orientaient souvent sur le métier d'agent parce qu'ils voyaient qu'il y avait plus d'ouverture. C'était un métier qui est moins dédié aux anciens joueurs. Et du coup, je pense que c'était une manière pour un passionné de se dire je peux travailler dans le monde du foot tout en étant un petit peu indépendant et du coup ne pas dépendre d'un club. Maintenant, il y a des gens qui essayent de rentrer directement dans les clubs et qui y arrivent. Du coup, je pense que ça donne des exemples et ça donne certaines personnes se disent j'ai pas besoin de passer par le métier d'agent. Je peux directement montrer un petit peu mes qualités, montrer un petit peu quel type de rapport je fais, par exemple sur les réseaux sociaux, et je vais essayer de rentrer directement dans un club. Je suis pas sûr que ça soit nouveau. Je sais pas à quel point Football Manager joue parce que, par exemple, moi, j'ai joué beaucoup quand j'étais tout jeune, mais j'étais déjà passionné par le fait de trouver des nouveaux joueurs. J'ai commencé à aller voir des matchs de CFA, par exemple, avant de jouer à Football Manager. Est-ce que c'était le fait d'aimer découvrir les nouveaux joueurs qui m'a fait aimer Football Manager ou Football Manager qui a développé mon envie de découvrir des joueurs? Ça, c'est difficile à dire. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, Football Manager, tu as beaucoup de personnes qui sont accros, entre guillemets, ou qui jouent beaucoup, pas simplement parce qu'on est à la place de l'entraîneur, c'est surtout le truc de découvrir des jeunes pépites, comme on les appelle dans Football Manager, des mecs inconnus de D1 lettonne, de D1 sud-coréenne, de D2 brésilienne, etc. C'est ça qui passionne les gens, parce qu'on le voit aussi sur les échanges, sur les forums de gamers, etc. liés à ce jeu-là. Alors voici la liste, ils les appellent les Wonder Kids. Voici la liste des Wonder Kids Football Manager 2020, 2021, 2022, etc. On sent que c'est vraiment ça qui les passionne, plus que le fait de dire bah tiens je vais jouer en 4-3-3 gegenpressing, etc. Oui, c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est le jeu qui leur donne envie d'en savoir plus, ou si dès le début ils ont été intéressés même sans le jeu? Je pense qu'il y a toujours des gens dans tous les domaines qui aiment bien savoir un petit peu ce qui va se passer dans le futur, qui aiment bien avoir un petit peu d'avance. C'est des gens qui sont connectés, je sais pas, aux nouvelles tendances au niveau technologique ou des choses comme ça. Et je pense que dans le foot, c'est pareil. Si on est passionné de foot, il y a une part des gens qui aiment être un petit peu en avance et qui veulent savoir ce qui va se passer un peu à l'avenir. Tu confirmes que pour toi, ou tu infirmes d'ailleurs, hein, le plus, j'allais dire jouissif, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est de réussir à recruter un mec totalement inconnu et qui va performer. Je sais pas si comment on évaluer l'échelle de plaisir entre guillemets d'un recruteur, mais est-ce que ça serait en haut entre guillemets de cette échelle-là? C'est sûr que si on peut trouver un joueur qui correspond parfaitement aux critères qui sont demandés, qui à ce moment-là ne coûte pas trop cher parce que pas identifié et qu'en plus ça fonctionne derrière, bah, c'est l'idéal. Après, que le joueur soit connu ou non, le plus important c'est d'avoir vraiment le joueur qui colle aux besoins. Ouais. Et c'est ça, le voir performer dans l'équipe, le voir qui correspondait vraiment à la demande du coach, c'est ça qui est le plus important malgré tout. Alors, contrairement à d'autres clubs du standing de Lorient, le club recrute beaucoup en France, en Ligue 1, Ligue 2, parfois même en National. Est-ce que c'est une ligne de conduite dictée par la direction sportive de Lorient de conserver un gros noyau, on va l'appeler Made in France? C'est à la fois vrai et faux, parce que sur les dernières recrues cet été, par exemple, on a pris un joueur qui vient de Suisse et un autre qui vient de Croatie. C'est nos deux seules recrues. Et c'est vrai que à l'origine, Lorient se base sur un recrutement assez made in France. Et ce qui me paraît normal, en fait, de d'abord regarder, c'est comme sur le recrutement chez les jeunes, d'abord regarder son bassin local. S'il y a les joueurs qui correspondent, et il y a eu des très bons coups qui ont été faits ces dernières années en France, pourquoi se priver si ça correspond en termes de prix, en termes de qualité, en termes de profil, rester sur le marché français. Ensuite, par exemple, nous, cet été, on a eu plus de mal à trouver sur le marché français des joueurs qui correspondaient exactement à nos besoins. Et du coup, on s'est pas privé pour aller à l'étranger. Mais ça me paraît cohérent de d'abord tester le marché français, ensuite voir s'il y a besoin d'aller ailleurs. Et comment vous vous positionnez par rapport à, je pense à un club breton dont le centre de formation est très réputé, le Stade Rennais. On sait que vous avez des joueurs, en tout cas un qui brille particulièrement, qui vient du Stade Rennais. Est-ce que là aussi, vous avez un œil particulier sur les joueurs qui n'ont pas leur chance dans ces clubs-là et qui peuvent être tout à fait taillés pour jouer au FC Lorient? Est-ce qu'en gros, parce qu'on sait que la France est un championnat qui forme beaucoup, très bien. D'ailleurs, je prends l'exemple du Stade Rennais, mais ça pourrait être ailleurs en France, hein, mais je voulais prendre cet exemple-là parce que autre club breton. Mais il y a une telle densité de formation en France
qu'il y a des joueurs qui, arrivés à la fin de leur processus de formation, n'ont pas forcément leur chance dans leur club formateur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas avoir leur chance dans d'autres clubs. Comment vous surveillez ça et quelle est la politique mise en place à ce niveau-là ? Il y a deux choses différentes. Il y a le recrutement post-formation, qui est un service dédié au club, qui est vraiment là pour amener des joueurs qui n'ont pas encore joué en pro, qui vont passer au départ par notre réserve, qui normalement sont amenés, s'ils sont performants, à pouvoir rejoindre l'effectif pro. Après, sur un cas comme Armand Lorienté, c'est un cas différent. C'est un joueur qui avait déjà joué en pro, qui avait été prêté à Orléans. Je pense qu'il aurait été formé ailleurs qu'à Rennes. C'était avant tout un joueur qui était en France et qui correspondait parfaitement au profil qui nous était demandé à ce poste-là. On regarde partout. On se doit de connaître tous les joueurs français, qu'ils soient formés à Lyon, à Rennes, à Nantes ou n'importe où. Notre but, c'est de trouver le joueur qui correspond en termes d'aptitude et qui correspond vraiment à ce qu'on cherche. Et puis il y a aussi une question de moyens, parce que généralement ces joueurs-là sont aussi plus abordables pour des clubs de deuxième niveau, pas de deuxième division, mais de deuxième niveau comme Lorient, c'est-à-dire que derrière je parle même pas du Paris Saint-Germain parce qu'ils sont largement au-dessus, mais derrière les clubs plus traditionnels, je sais pas, Lyon, Monaco, Marseille, Rennes, Bordeaux c'est un peu compliqué en ce moment, mais même Bordeaux, etc., des clubs de la taille de Lorient, de Reims, de Troyes, qui peut être amené à se développer maintenant en plus avec le City Football Group. Donc ça sera peut-être un peu différent de leur côté, mais je sais pas, ce calibre-là de club peut quasiment même mettre Montpellier dedans, etc. Finalement, bien regarder ce qui se passe ailleurs et aussi récupérer des bons joueurs. Ces clubs-là ont souvent récupéré des bons joueurs venant de centres de formation adverses qui soit avaient débuté en pro mais finalement n'avaient pas fait beaucoup, parce que Armand Lorienté, il avait fait quoi, 15 matchs en pro avant de vous rejoindre, quelque chose comme ça, je crois. Pas beaucoup plus. Donc il y a aussi des très bonnes occasions à faire, parce que ces joueurs-là sont clairement abordables aussi économiquement pour ces clubs-là, dont Lorient. Bien sûr, un joueur de toute façon qui s'est pas totalement révélé, c'est notre marché. Nous, on peut pas rivaliser avec des clubs sur des joueurs qui ont 250 matchs en Ligue 1 et qui sont encore très performants. Il faut qu'on trouve le joueur au bon moment, mais il faut pas qu'il soit non plus trop tendre au moment où on le prend. Et il faut justement trouver ces profils-là qui sont encore abordables et à qui on peut servir entre guillemets de tremplin, ou pas pour certains, parce qu'il y en a certains pour qui c'est déjà très bien d'être à Lorient. C'est notre marché. C'est les joueurs qui sont encore en développement et à qui on va faire franchir un cap. Est-ce que la crise sanitaire et financière qui a secoué le foot français vous oblige encore plus qu'avant à recruter en ayant à l'esprit le potentiel de revente du joueur? En gros, essayer de multiplier les affaires comme Yohan Wissa, qui est parti cet été à Brentford. Alors, moi, je connais pas le prix, mais il a été estimé à environ 10 millions d'euros, on va dire une dizaine de millions d'euros, plus ou moins. Est-ce que aujourd'hui, alors je parle de la crise sanitaire et crise financière, en gros, il y a eu crise sanitaire plus Mediapro, donc crise financière également. Ça a toujours fait partie évidemment de la réflexion des clubs français, c'est évident, mais est-ce que ça l'a accentué? Est-ce que, en gros, vous vous dites... peut-être que entre un joueur, je sais pas, peut-être que je me trompe totalement, mais tu vas me le dire d'ailleurs, mais est-ce qu'entre un joueur, je sais pas, de 26 ans, où tu as moins de potentiel de revente, qui peut apporter tout de suite un peu plus qu'un joueur de 22 ans, à qui il va falloir peut-être un an d'acclimatation, mais qui aura un meilleur potentiel de revente, on va aller sur le joueur de 22 ans, parce que derrière, il faut aussi penser à notre équilibre économique. On est obligé d'y penser. Ça, c'est obligatoire. Après, ça dépend un peu aussi de la composition de l'effectif. Si on a suffisamment de joueurs expérimentés, comme c'était le cas, par exemple, nous, cet été, avec nos joueurs d'expérience, on a pu aller sur un défenseur central né en 99 et un latéral droit né en 96. Donc, avec des joueurs qui ont encore un vrai potentiel revente. Mais c'est un élément à prendre en compte. Si on investit, en tout cas financièrement, en termes de transfert, il faut qu'il y ait une possibilité de revente derrière, parce qu'on n'a pas les moyens d'investir, entre guillemets, à perte, juste pour apporter de la qualité. On peut apporter de la qualité avec des joueurs expérimentés, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit des joueurs où il y a moins d'investissement à faire. Avant d'arriver à la fameuse dernière question, Baptiste, je l'ai fait à chaque fois avec tous les recruteurs que j'ai interviewés. Si tu devais donner 3 qualités essentielles pour le métier de recruteur, pour les jeunes qui nous suivent, alors je demande pas des conseils, parce que c'est toujours un peu délicat de donner des conseils, parce que chacun fait son chemin un petit peu différemment. Tu le disais tout à l'heure, on n'arrive pas dans un club par le même chemin. On peut faire plein de choses différentes avant d'arriver dans un club et de devenir recruteur. Donc le terme conseil, c'est toujours un peu délicat. Au moins, selon toi, et là c'est vraiment ton avis personnel, quelles sont les qualités qu'il faut à un recruteur pour arriver dans un club professionnel et tout de suite avoir un impact?
Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier, c'est la curiosité. Donc, essayer de rattraper un petit peu toutes les connaissances qui peuvent être manquantes avec une absence de passé dans le monde pro, par exemple, avec beaucoup de lecture, beaucoup de contenu. Je pense que ça, c'est important. L'essentiel, ça reste de voir beaucoup de matchs. Malgré tout, c'est ce qui fera la différence. C'est de se faire son œil le plus jeune possible, de voir le maximum de matchs différents, de voir des matchs de pros, de voir des matchs de jeunes. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille en priorité, et d'aller voir des matchs, de rencontrer des gens. Je pense qu'autour des terrains, c'est là où on fait les meilleures rencontres. Moi, je pense que c'est vraiment autour des terrains que j'ai fait la rencontre qui a fait basculer un petit peu du monde des passionnés au monde réel du foot. Donc, ce seraient vraiment les conseils que je donnerais. Et quelles sont les choses à maîtriser prioritairement quand tu arrives dans une cellule de recrutement, les compétences, on va dire. Donc là, on a parlé du montage vidéo. Peut commencer déjà, si on a commencé à titre personnel à s'intéresser aux plateformes de contenu, de vidéos, de data. Tu parlais de la curiosité, aller voir ce qu'est un expected goal, voir comment c'est calculé. Maintenant, on est parti des expected goals pour arriver aux expected goals. Une fois que le tir a été fait, même chose pour les arrêts des gardiens. Maintenant, il existe des nouvelles données pour quantifier la qualité d'une passe, pour juger la qualité d'une passe plutôt, etc. Si elle est faite vers l'avant, à quoi elle sert dans le cheminement d'une action, etc. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut non pas maîtriser forcément, mais au moins avoir un intérêt et au moins les connaître déjà. Exactement. C'est pour ça que je parle de curiosité, parce que c'est tous ces sujets-là qu'il faut avoir à l'esprit. Et du coup, c'est uniquement par la lecture, par des rencontres, des gens qui vont un peu expliquer comment ça se fait, comment ça se passe, qui va permettre de développer un peu ces compétences-là. On arrive au bout de l'entretien, Baptiste, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ou les prochains mois ? Est-ce que tu as un nom particulier à me soumettre ? Moi, j'ai surtout une fonction que je trouve assez méconnue en fait dans les clubs et qui est pourtant essentielle. C'est le rôle de directeur général. Surtout, moi, je le connais dans le club de Lorient où on a un président actionnaire qui n'est pas présent au quotidien. Donc, où le rôle de directeur général est très important. Et moi, j'en ai connu 3 en 1 an avec Stéphane Gravreau, Arnaud Tanguy, Fabrice Boquet. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir un directeur général dans ton émission pour qu'il explique un petit peu et que ça soit moins abstrait pour les gens, de voir à quel point c'est le chef d'orchestre, entre guillemets, d'un club en général. Ouais, je pense que ce serait intéressant d'avoir cette facette-là du monde du foot. Effectivement. Alors, je suis loin d'avoir fait le tour de tous les métiers liés au football ou même dans des clubs professionnels, amateurs, etc., etc. Mais c'est vrai que directeur général, j'ai déjà lancé 1 ou 2 invitations, donc il va falloir que j'en relance d'autres. Mais effectivement, c'est un poste clé, capital, qui est transversal, qui nécessite beaucoup de connaissances, des qualités essentielles de management aussi, et effectivement, ça serait hyper intéressant. Je confirme tes propos, d'avoir un directeur général d'un club professionnel dans le podcast Prolongation dans les prochaines semaines. Merci une nouvelle fois, Baptiste, déjà pour cette suggestion. Merci pour ta disponibilité et la qualité de cet entretien. Et à très vite. Merci, Baptiste. Je te remercie, Johan. À très vite. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.